Je vous écoute. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à Lyon justement pour une conférence pour votre livre Comprendre l'Empire. Oui. Et suivi justement d'une dédicace. Votre livre vient de sortir, le succès est là. Il est sorti il y a un mois et demi maintenant. Un mois et demi, les élections approchent. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je suis très surpris et heureux que le livre marche, malgré le boycott des médias, parce que personne n'écrit de livre pour ne pas toucher le public, hein, même si on fait le beau. On est toujours très déçus de ne pas en vendre. Et moi, je m'attendais au boycott complet des médias dominants à cause du contenu du livre. Je pensais d'ailleurs que je ne serais pas attaqué, c'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de silence sur le bouquin, ce qui est le cas. Ce qui veut dire qu'en fait, mes adversaires ne se sentent pas trop d'attaquer le bouquin. Ils préfèrent faire comme s'ils ne l'avaient pas vu. Et le bouquin se vend très bien grâce au bouche à oreille et au travail qu'on fait sur Internet. Ce qui veut dire qu'on a fait un vrai boulot Dès lors que j'ai su que j'étais boycotté par les médias, j'ai fait un peu comme Dieudonné. J'ai beaucoup travaillé le réseau Internet. On a monté un site très performant qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Et ça fait plusieurs années qu'on est très présent sur la toile, là, comme on dit. Et le résultat pratique, c'est que ce livre, à la limite, est un livre dont la promotion passe par Internet et qui a réussi à rentrer dans la liste des meilleures ventes de l'Express, du Nouvel Obs, ce qui est quand même assez remarquable parce que j'ai déjà vendu 4 fois plus de livres en un mois que le dernier Bernard-Henri Lévy, par exemple. Oui. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, c'est un signe, hein, que plus de 20 000 personnes aient acheté le bouquin en un mois, alors qu'aucune émission majeure ne l'a seulement mentionné. Ça veut dire que les choses bougent en France, que les gens se posent des questions, qu'ils ont compris qu'il y avait des informations à trouver sur Internet. Et puis le fait que le bouquin ne soit pas attaqué par mes adversaires prouve qu'il y a un contenu suffisamment solide pour qu'ils ne puissent pas le vilipender facilement. Donc je suis content. Voilà. Très bien. Comment est-ce qu'on peut vous décrire ? Est-ce que vous êtes un punk, un dissident, un homme politique ? Et surtout, comment voulez-vous que la postérité vous perçoive plus tard ? Moi, il ne faut pas oublier que je ne viens pas de la politique en premier lieu. Je viens effectivement plutôt de la subversion culturelle, quoi. C'est vrai que j'ai commencé en étant punk. Et par rapport à des types comme Besancenot, j'ai entre guillemets une œuvre, c'est-à-dire j'ai écrit des bouquins, des romans, des essais, qui sont des bouquins avec un style, quoi, qui sont peuvent être assez drôles même. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent du mal de moi, souvent ne me connaissent pas du tout, parce que quand on a lu mes bouquins, mes 3/4 des bouquins sont des bouquins humoristiques. Même le dernier qui est très sérieux, il y a une forme assez drôle. Je ne suis pas du tout un universitaire au sens classique du terme, je ne suis pas un politique au sens classique du terme qui fait écrire ses livres par les autres, comme c'est le cas notamment pour Besancenot, hein. Quand il co-signe avec quelqu'un, je connais le type, le type qui a écrit son bouquin, j'ai été à hautes études en sciences sociales avec lui, moi j'écris mes bouquins moi-même, il y a un travail, il y a du style, et effectivement je ne suis pas du tout un politique classique, mais je suis finalement dans la tradition on va dire des écrivains pamphlétaires qui finalement dans le temps avaient toujours un pied dans la politique, un pied dans on va dire le style. Et finalement, il y a eu une rupture avec ce genre de tradition qui finalement avec laquelle moi je suis en phase. Je parle de Léon Bloy ou même si on commence le premier, La Rochefoucauld, quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui a à la fois un engagement politique, qui a un travail sur l'écriture et qui ne sépare pas, voilà, qui ne fait pas de séparation. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un monde de spécialistes où on vous demande d'être expert, universitaire, écrivain, et là vous êtes donc dans le roman pur, et en fait on nous a un peu obligés à faire des cloisons, et moi je suis finalement dans la tradition d'avant où tout est un peu mélangé, et j'y tiens. Voilà, c'est pour ça que je suis assez atypique, on me reproche souvent des tas de choses, on me reproche de ne pas être assez sérieux pour un politique, d'être trop politique pour un écrivain, et en fait il y a aussi une dimension de jeu, c'est-à-dire que je m'amuse aussi pas mal. Mais est-ce que ça, justement, il y en a qui vous reprochent d'être entré dans la politique parce que ça peut dénaturer vos idées d'appartenir à un parti ? Et ça, c'est les gens qui me reprochaient d'être passé par le Front National. Mais c'est pareil, moi j'ai été abandonné au Front National. D'abord, au départ, j'ai rencontré Le Pen, c'était de manière un peu secrète, et il m'a engagé pour écrire ses discours. Et j'aimais beaucoup l'idée d'écrire des discours pour Le Pen, d'autant plus que c'était un personnage sulfureux, j'aimais beaucoup la rencontre que j'ai eue avec lui.
Et après, il m'a coopté au comité central du Front National. Et là, je me suis dit, normalement, je devrais refuser pour garder ma distance. Et je me dis, finalement, c'est assez facile et assez, quelque part, vulgaire de jouer le jeu genre, oui, mais pas, quoi. Genre, je serre la main et je me la lave après. Et donc, j'ai accepté d'être au Front National, à la limite par une démarche punk et une démarche politique qui veut dire je n'accepte plus les barrières qui sont imposées par le système, où finalement quelqu'un qui est passé par le Front National serait considéré comme un pestiféré ou un diable, alors que c'est un mouvement politique officiel qui respecte les lois de la République, qui passe par les élections. C'est pas un mouvement interdit. Et puis moi, je ne vois rien dans ce que dit Le Pen qui serait scandaleux, comme je l'avais dit. Au Maghreb, ça serait considéré comme un centriste de gauche, quoi. Il faut vraiment que la France soit un pays très malade pour qu'un patriote français qui défend son pays et qui fait des remarques de bon sens sur des problèmes dont tout le monde a finalement conscience, soit considéré par un pestiféré. Et moi, je fais remarquer que le problème, c'est pas Le Pen, c'est les gens qui montrent Le Pen du doigt, plutôt. Et en m'engageant d'une certaine manière au Front National, même si je suis resté qu'1 an, j'ai essayé de faire tomber un peu ces barrières. Et Dieudonné a fait le même travail que moi en allant lui serrer la main. Finalement, ces catégories, ces barrières sont imposées par l'ennemi, par le système, hein, pour nous séparer, nous isoler, nous affaiblir. Et je trouve ça dégueulasse que le passage obligé pour être un chanteur de 3e zone soit de cracher sur Le Pen chaque fois ou le Front National. J'ai beaucoup plus de respect pour les militants du Front National et le Front National que pour les 3/4 des chanteurs nuls produits par les Marouani et Oltre Feldman. Et là-dessus, je me sens absolument pas... Enfin, ça me pose aucun problème. Et d'ailleurs, je le prouve parce que dans mes conférences, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration et je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Quand j'explique assez bien et les gens de bonne volonté comprennent très bien ma démarche. Voilà. Et donc, il y a presque une démarche un peu effectivement artistique et art contemporain, d'être à la fois copain avec Dieudonné, avec Le Pen, d'être dans la politique et dans la littérature en même temps. Ça a en soi un sens politique. C'est casser les barrières, voilà. Faire tomber les barrières. Très bien. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas votre place aux médias? Est-ce que c'est parce qu'ils sont finalement tous sionistes ou est-ce que c'est par lâcheté qu'ils ne vous acceptent pas et que vous n'êtes pas invité? Je crois que le lobby sioniste est très puissant en France et surtout il y a beaucoup de gens des médias qui en sont persuadés en tout cas parce que les 3/4 des gens ne m'invitent pas parce qu'ils ont peur de ce qu'on pourrait leur dire ou ce qui pourrait leur arriver s'ils m'invitaient. Et la preuve, c'est que là, j'ai eu beaucoup de compliments en douce pour mon dernier bouquin, que j'ai envoyé à tous les gens des médias que je connais aussi depuis des années. Et il n'y en a qu'un seul qui m'a dit qu'il allait m'inviter, c'est Robert Ménard. Et là, il vient de me rappeler pour me dire qu'il allait avoir du mal à m'inviter, en gros, qu'il risquait sa place, quoi. Et pourtant, il invite vraiment tout le monde. Et à la limite, je suis assez fier de pouvoir dire je fais un succès avec ce bouquin, avec 100% de boycott médiatique. Et surtout, c'est un bouquin qui sort, qui a un contenu très actuel, qui est vraiment au cœur du débat actuel, qui tombe en plus vraiment au bon moment, puisque ça parle de l'échéance 2012. En ce moment, il y a tout ce qui se passe au Maghreb, etc. Normalement, c'est un livre qui devrait être au cœur du débat médiatico-politique en ce moment. Or, tout le monde fait comme s'il n'existait pas, alors qu'ils l'ont tous reçu et qu'ils l'ont tous lu. Je le sais. Et ils en parlent entre eux, quoi. Et ça prouve vraiment qu'on est en France, dans une période qui correspond un peu à ce qu'était l'URSS sous Brejnev, avec la Pravda d'un côté, à laquelle personne ne croit plus, qui est le média officiel complètement sclérosé, et puis la dissidence. Et d'ailleurs, moi, sur mon site internet, pour m'amuser, je mets intellectuel français dissident. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un sens. C'est comme Dieudonné, qui est le comique le plus drôle de France et qui vend le plus de billets de spectacles comiques, est considéré par les médias officiels comme un type qui n'est absolument pas drôle et qui a perdu tout son public. C'est-à-dire qu'il y a une différence totale aujourd'hui entre la version officielle des médias et la réalité de terrain, ce qui ressemble beaucoup à la fin de l'Empire soviétique. Donc peut-être que ça va finir par basculer en France aussi de la même manière. Et pour moi, tout ça est assez drôle en réalité. Ça m'amuse, quoi. Très bien. Dans votre dernier livre, on a de nombreux recoupements et parallèles en fait avec certains textes religieux comme l'Apocalypse par exemple. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous reproche d'analyser le présent en fonction de textes écrits justement il y a plusieurs siècles? Plus que plusieurs siècles, même. Des fois, c'est millénaires. L'Apocalypse de Saint Jean, c'est presque 20 siècles. Ça, c'est pareil. Normalement, ça ne se fait pas, ce genre de truc. On est soit un universitaire laïque, soi-disant, et matérialiste, soit on est un religieux. Et moi, ce qui m'intéresse de faire remarquer, c'est d'ailleurs plus dans mes conférences que dans le bouquin, c'est qu'en ce moment, dans une période étrange, où les écrits prophétiques sur la fin des temps rejoignent dans leur description métaphorique les analyses des experts qui font une critique des contradictions du capitalisme financier et qui analysent de manière assez matérielle la montée des tensions dans le monde. Et je me dis, on est obligé de constater qu'il y a des convergences, c'est intéressant, et en soi, ça dit quelque chose. On est peut-être effectivement dans une période de fin des temps,
quelque chose d'assez magique, effectivement, c'est l'expérience 2012, parce qu'il y a une convergence de la critique matérialiste et de la prophétie sacrée. Et je ne vois pas pourquoi je m'interdirais de constater ça sous prétexte que, comme je le dis, moi, je trouve les laïcards qui ricanent sur le Coran ou les évangiles en brandissant finalement la déclaration des droits de l'homme, je me dis finalement ce sont des textes fondateurs de civilisation avec des valeurs morales et de la transcendance. Je ne vois pas pourquoi je rejetterais le Coran au nom des droits de l'homme, ou d'ailleurs vice-versa. Tout ça m'intéresse, voilà, parce que ça touche les sociétés humaines et ça fait sens. Voilà. Donc, une fois de plus, ne pas accepter les catégories de l'adversaire. Et qu'est-ce que vous pensez de la critique de Nab contre les complotistes? Est-ce que les théories du complot ne nuisent pas aux analyses des stratégies géopolitiques? Nab, on s'est engueulé sur autre chose d'abord. Je vais dire la vérité sur Nab, c'est qu'en réalité, je me suis rapproché de lui à un moment donné parce qu'il était persécuté, et que moi, mon rapprocheur est persécuté. Ce qu'il écrit, à part ses textes courts, m'a jamais vraiment intéressé. C'est-à-dire, ses romans m'intéressent pas, parce que j'aime pas les stylistes, entre guillemets. J'aime pas les gens qui... Je pense que la bourgeoisie nous a imposé des catégories comme l'expert, l'écrivain, etc. Et quand on est un dissident authentique, on ne se soumet pas aux catégories imposées par l'époque. Alors il y a chez lui un rêve d'être un grand écrivain qui, à mon avis, est déjà une fragilité. Parce que normalement, c'est l'histoire d'abord qui décide si on est un grand écrivain. Et à force d'essayer d'être un grand écrivain, un grand styliste à tout prix, on risque de rater un peu le projet. Le style, c'est essayer de dire la vérité le plus précisément possible. C'est pas faire le malin pour moi déjà. Donc il y avait déjà ce problème. En plus, après, j'ai vu qu'il commençait dans des interviews, ou d'ailleurs dans un interview que je lui avais obtenu dans un magazine qui s'appelait Média, donc c'est moi qui ai obtenu l'interview. Dans l'interview, il attaque la liste antisioniste, en disant qu'on n'avait pas eu le courage d'appeler ça liste antisémite, et c'est pour ça qu'il n'était pas venu. Donc il est plus courageux que nous, visiblement, de ne pas y être allé, ce qui est un argument assez talmudique pour moi. Après, il attaquait le professeur Forisson alors qu'on ne lui posait pas la question. On peut penser ce qu'on veut du professeur Forisson, mais un type qu'on a pris autant dans la gueule toute sa vie, quand on ne vous pose pas la question, le mieux c'est de ne pas en parler. Alors que là, il est allé cracher sur Forisson en disant, et tenir un discours anti-révisionniste généraliste, qui l'amène aussi à nier, alors ça c'est mon point de rupture avec lui, à valider la théorie officielle du 11 septembre, ce qui pour moi est un scandale. Parce que quand on va sur Internet, qu'on s'intéresse au 11 septembre, on ne peut pas valider la théorie officielle. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on valide les contre-théories, mais au moins dire la théorie officielle est une escroquerie, c'est certain. Et lui, il valide droit dans ses bottes la théorie officielle, pour ne pas se dédire par rapport à son livre qu'il avait écrit juste après. Moi, j'ai cru au 11 septembre au début, j'ai applaudi Al-Qaïda et Ben Laden au début, puis au bout de plus le temps a passé, puis je me suis rendu compte que c'était très certainement une opération sous faux drapeau, qui était là pour nuire aux musulmans. Et à un moment donné, là où je me suis fâché avec lui, j'ai dit, quand tu dis finalement vive le djihad, tu fais autant de tort aux musulmans que Dantec, parce que finalement tu valides le truc du méchant. Et il y a finalement à la fin chez lui une espèce de léchage de cul du musulman de manière ontologisée et je dirais et abstraite, qui ne correspond pas à la réalité. Je dis finalement, j'ai autant de mépris à la fin pour quelqu'un qui attaque les musulmans, pour quelqu'un qui flatte les musulmans pour de mauvaises raisons, et qui fait croire et finalement qui valide le conflit de civilisation. Parce que dire que finalement, le monde aujourd'hui c'est les musulmans contre l'Occident, qu'on soit pour l'Occident comme Dantec ou pour les musulmans comme Nab, on valide ce truc auquel je m'oppose au nom de la complexité, qui est le choc de civilisation. Je ne crois pas au choc des civilisations. L'islam est un monde très complexe, dont les luttes sont plutôt tournées à l'intérieur du monde musulman, ils se battent surtout entre eux, et je ne veux pas valider ce truc qui a été inventé par les néoconservateurs américains pour nous pousser à la guerre civile, et lui qui prenne parti du côté des musulmans en interprétant des gestes de footballeurs comme Zidane de manière pour moi totalement snob, parce qu'en fait voilà, Zidane n'a pas de contenu politique, il était à mon avis défoncé et qu'il a perdu le contrôle parce que l'autre avait insulté sa sœur, et d'en faire une espèce de métaphysique dessus, je pense qu'à un moment donné c'est quelque part de la manipulation, même si c'est de la flatterie est aussi une manipulation. Et moi je pense être beaucoup plus sans concession, je ne flatte pas, je ne flatte ni le musulman, ni le maghrébin, ni l'algérien d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai des ennemis partout, parce que je propose un pacte de réconciliation, je fais un travail de vérité, mais j'essaie de refuser la flatterie. Et c'est là-dessus que je me suis engueulé avec lui, en disant finalement ton travail rejoint celui de l'Empire, qui est effectivement de pousser par la flatterie le petit musulman au djihad. Et c'est pas un service à lui rendre, parce que moi je me pose la question de la vie quotidienne des Français. En fait, lui est beaucoup plus il se croit au-dessus du social. Moi, je ne suis pas au-dessus du social. Pour moi, c'est la question de la France, c'est comment vivre demain avec des gens qui sont sur le même territoire, qui, en fait, quand on réfléchit, partagent souvent les mêmes valeurs, même s'ils ne le disent pas, et dont l'écart n'est pas si grand que ça, et les gens s'amusent à creuser cet écart. Et quand je vois
fait l'apologie des femmes en voile intégral en disant que c'est un dialogue avec Dieu, alors que les 3/4 sont des Françaises converties, complètement névrosées, des idiotes, où c'est beaucoup plus à voir avec la psychanalyse qu'avec la religion, parce que moi je suis sur le terrain et que je le vois, hein, les filles en niqab sont des Françaises converties, dans 2 ans elles seront passées à autre chose, elles auraient pu être bouddhistes, et je n'aime pas entendre raconter des conneries, et surtout que les 3/4 des musulmans avec qui je travaille ne sont pas pour le voile intégral, et je pense que faire l'apologie du voile intégral, c'est vraiment pas un service à rendre aux musulmans. Voilà, c'est tout. Donc là, j'ai fait le tour de la question, ce qui n'empêche pas que c'est un type qui a écrit des très bons textes, qui a une écriture brillante et facile, qui a... Évidemment, j'ai pas d'énergie à dépenser contre lui spécialement parce que j'ai d'autres ennemis bien plus prioritaires, mais à un moment donné, je me suis fâché avec lui parce que j'estimais que... D'abord parce que je disais qu'on n'était plus dans le même camp. Voilà. Moi, j'estime être un résistant cohérent à l'Empire, et lui, je me dis finalement que sa manière de fonctionner fait finalement le jeu de l'Empire, et que d'ailleurs, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en faisant ce jeu d'apologie finalement un peu du djihad et de validation du 11 septembre officiel, il se retrouvait finalement invité chez Franz-Olivier Gisbert, parce que finalement, il était utile au système. Voilà. Parce que ce qu'on veut pas, c'est des gens qui contestent le 11 septembre, pas des gens qui disent vive Ben Laden. Vive Ben Laden, vous êtes invité tout de suite. C'est comme Roya Boutelja, il n'y a aucun problème. Elle est 10 fois plus invitée que moi dans les médias, parce qu'elle participe à la stratégie du choc de civilisation. Quand elle traite les Français de sous-chiens, c'est exactement ce que veulent les sionistes, faut pas oublier. Hein. Mais peut-être que le terme sous-chien a été justement utilisé contre elle quand elle veut désigner les Français de souche. Non, mais elle sait très bien ce qu'elle dit. Quand elle dit les sous-chiens, c'est une petite pique. Et puis quand elle dit qu'il faut éduquer les Français et les Blancs, et le problème c'est les Blancs, c'est qu'en plus elle racialise. Elle est dans une vision racialiste, une vision revancharde. Et quand moi, ces adeptes me traitent de colon, je leur fais remarquer pour que je sois un colon, il faut déjà que je ne sois pas chez moi. Je suis dans mon pays, je ne peux pas être un colon. Et l'indigène, c'est moi, je suis un indigène ici. Les indigènes, c'est les natifs. Donc ces gens-là ont oublié qu'ils avaient traversé la Méditerranée. Alors à un moment donné, si c'est si mal que ça la France, qu'ils retournent. Mais ce que je vois, c'est que ces gens-là ne pourraient pas dire le 10e de ce qu'ils disent en France s'ils étaient notamment en Algérie, qui n'ont aucune intention de retourner en Algérie, et qui sont là en fait pour quelque part maintenir une tension interethnique qui fait le jeu de tous les ennemis, qui fait quoi le jeu des sionistes, le jeu du régime algérien, c'est-à-dire de la junte militaire algérienne. Je me demande pour qui ils roulent. Voilà. Et quand je vois que leurs affiches, c'est des affiches néocoloniales avec marqué Rebeu, Renoir, qui sont des injures. Rebeu et Renoir, c'est comme ça que parlaient les types des SOS Racisme, Alain Krivine, en tapant sur l'épaule du bon petit con de banlieue, en disant il n'y a pas assez de beurre et de black dans la politique. À quoi moi je dis aux gars, répondez-leur qu'il y a trop de fudge, vous allez voir comment ils vont le prendre, parce que c'est la phrase symétrique. Vous voyez. Et à un moment donné, tout ça finalement, c'est des gens qui montrent du doigt l'indigénat et en fait qui se conforment totalement à l'indigénat. C'est-à-dire qu'ils sont. Et puis derrière, on voit toujours que c'est pareil, les forces de gauche qui payent. On se retrouve salarié finalement par Dominique Baudis, dont je ne vous cite pas le parcours, mais qui fait partie de la structure sioniste en France. Hein. Il est membre de France-Israël, il était même vice-président de France-Israël. Moi, si je découvre demain que la théâtre de la Main d'Or est subventionnée par la ville de Paris et par Delanoë, je me poserai des questions sur le combat de Dieudonné, vous voyez. Vous pouvez vous poser les mêmes questions sur moi. Et moi, je connais la politique. Donc, à un moment donné, quand on vous invite dans les médias pour cracher sur les Français, et quand vous êtes un anti-sioniste payé par les sionistes, quand vous cherchez derrière, c'est que vous servez à quelque chose qui vous dépasse. Donc on est soit un idiot utile, soit quelqu'un qui triche. Voilà. Donc moi je pose ce genre de questions, qui sont d'ailleurs dangereuses, hein, ça m'attire des ennuis, mais je pense que c'est ce genre de travail qu'il faut faire, identifier ses ennemis, mais aussi ses faux amis, et savoir, moi je travaille la réconciliation nationale, c'est-à-dire je veux que la France échappe à un projet qui est un projet impérial, qui est la guerre civile. On voit bien que l'UMP en ce moment travaille à aggraver la tension entre musulmans et français. Parce que si moi il y avait un travail de sérieux qui est fait contre l'immigration, parce que je suis contre l'immigration, et je prétends qu'on peut être musulman et contre l'immigration. Musulman, ça veut pas dire, quand on est musulman, ça veut dire qu'on est pour la délinquance et l'immigration. Ça, c'est l'extrême gauche qui a inventé cette association satanique. C'est de dire, dès lors qu'un immigré, dès lors qu'on est issu de l'immigration, on a l'excuse d'être délinquant, ce qui est scandaleux. Ça veut dire qu'il y aurait un présupposé ethnique à la délinquance. Et puis, on a associé dans l'esprit des gens, par la gauche, islam, délinquance, immigration. Moi, les gens qui sont dans l'association sont des Français musulmans qui sont contre l'immigration et contre la délinquance. Et ça, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant que le contraire. Voilà. Justement, pour rebondir là-dessus, Thomas More, il y a 500 ans déjà, il disait que sa conviction intime, c'est qu'il y a de l'injustice à tirer un homme pour avoir pris de l'argent, puisque la société humaine ne peut être organisée de manière à garantir à chacun une égale portion de biens. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça amène aussi à la polémique de Zemmour. Est-ce que vous pensez que des gens sont, entre guillemets, ont le cadre idéal pour la délinquance?
Il y a des facteurs sociologiques qui favorisent ça, les études de sociologie, notamment américaines, qui sont finalement plus réalistes que nous, le sous-prolétariat, les familles monoparentales, etc. On sait que ça favorise la délinquance, évident. Mais après, c'est une chose de le constater, et puis c'est autre chose que de le valider et de l'excuser. Voilà, on est en France depuis les années 70, dans une idéologie de l'excuse permanente pour des échecs. Et à un moment donné, je reprends la phrase d'un philosophe qu'on a mis en ligne, qui s'appelle Dortiger, je crois, qui dit les peuples colonisés sont d'abord des peuples colonisables. C'est une vraie phrase qu'il faut dire. C'est qu'à un moment donné, il y a des peuples qui sont plus difficilement colonisables que d'autres parce qu'ils ont une solidité, ils ont une force, etc. Donc plutôt que de se plaindre d'avoir été colonisé, c'est réfléchir pourquoi on a été si fragile à un moment donné et comment faire pour ne pas être colonisé à nouveau. C'est-à-dire que demander à ton ennemi de te donner les clés de ton émancipation, c'est quelque part pas viril et politiquement stupide. Je veux dire, les libertés, ça se conquiert, ça se quémande pas. Or, on est dans une France où des gens issus de l'immigration, qui d'ailleurs sont issus de l'immigration depuis tellement longtemps qu'on aurait dû l'oublier, et qui prouvent qu'ils sont en échec, puisqu'ils sont de la 4e génération, et on les traite toujours d'immigrés, ce qui n'est pas normal. Je leur dis, moi, sortez de cette dialectique de l'excuse et du quémandage, ça s'appelle le communautarisme victimaire, qui vous a été imposé par d'autres, qui eux savent le faire. Parce qu'eux, ils ont pas un arc de triomphe, ils ont un mur des lamentations. C'est des spécialistes de la pleurniche qui rapportent. Mais vous ne savez pas le faire. Parce que, c'est pas dans votre tradition. Les Maghrébins, c'est pas la pleurniche, surtout les Algériens, ils savent pas, c'est pas leur tradition, c'est pas conforme à leurs valeurs. Ce n'est pas dans les valeurs de l'islam, notamment. Donc, à un moment donné, jouez avec des cartes qui sont les vôtres, parce que quand vous servez que des cartes qui vous ont été données par des gens qui finalement ne sont pas vos amis, ça se vérifie aujourd'hui. On voit que les parrains des SOS Racisme, c'était Alain Finkielkraut il y a 10 ans. Aujourd'hui, il parle de racisme anti-blanc et du danger de l'islam. Donc j'ai déjà, faites-vous représenter par des gens que vous mandatez vous-même, pas des gens que le Parti socialiste vous a imposés, les Malek Bouti, les Harlem Désir. Devenez adulte, devenez mature, arrêtez de pleurer, prenez-vous en main et imposez-vous par le respect, l'organisation, même le vrai communautarisme, parce que finalement on parle s'il y a une communauté qui n'existe pas, c'est bien la communauté arabo-musulmane de France. Ils ne se représentent pas eux-mêmes, ils n'ont pas d'unité. Moi, je serais musulman, être représenté par l'imam de Drancy, ça me ferait honte pour une civilisation aussi grande que la civilisation arabo-berbère. Mais il a été bien choisi en même temps. Oui, mais par qui? Oui, et pas par vous. À part Tariq Ramadan, justement, mais qui est suisse. Voilà, c'est ce que j'ai fait remarquer aussi. Pas, le seul dont on peut être fier quand on est musulman en France, parce qu'il s'exprime correctement, qu'il est habillé correctement et qu'il maîtrise le logos, c'est un Suisse d'origine égyptienne qui enseigne en Angleterre. C'est un peu dommage, il y a 6 millions au bas mot de musulmans en France, de Français de confession musulmane. On pourrait peut-être trouver un Français musulman qui maîtrise parfaitement la langue française, le logos, l'histoire de France. Alors, il n'y en a pas? Ou alors il y a un système pervers qui nous montre toujours un abruti du bled qui parle à peine français, ou un soumis qui est passé par toutes les forges codines du parti socialiste. Mais pourquoi est-ce que les médias justement participent à cette mascarade qui est Hassan Chalgoumi, puisque ces phrases ne sont pas construites et elles ne veulent rien dire, et souvent ils se répètent, on ne comprend pas ce qu'il dit, on ne comprend pas. Et le journaliste en face, on a l'impression qu'il le comprend puisqu'il lui répond et il continue à lui poser des questions. Vous avez vu qui est à côté de lui souvent sur la photo? Il y a Bernard-Henri Lévy. Je pense que vous avez tous compris. Je veux dire, si vous n'avez pas compris, j'ai fait un gros effort pour aider, parce qu'il y a des jeunes, effectivement, de 22 ans qui me disent « Il y a 2 ans, j'étais encore dans toute cette mascarade des SOS Racisme, etc. J'ai compris. » Je dis « Il serait temps que vous compreniez, parce que si vous ne comprenez pas, il y a un projet qui vous est assez hostile en France. Et les gens qui ont ce projet ont de gros moyens, visiblement, parce que quand on voit comment tout ça s'est retourné en quelques années, on est passé de, comment dirais-je, de l'antiracisme à l'anti-islamisme. Je fais remarquer que l'immigré et le musulman, c'est la même personne. Justement, est-ce que vous comprenez que les musulmans aujourd'hui ne veuillent pas voter Marine Le Pen, qui elle participe aussi à qui a des déclarations islamophobes et qui participe justement à cet anti-islamisme ambiant en ce moment? Alors je vais vous répondre clairement, je le comprends tout à fait. Ouais. J'ai jamais dit moi que les Maghrébins, les Français d'origine maghrébine, évidemment, devaient voter Marine Le Pen. Je leur ai dit, j'ai dit d'ailleurs même pas à ces gens-là, j'ai dit à mes amis à moi qui sont des blancs français, souvent
d'extrême droite, hein, je ne vais pas citer de nom, mais eux viennent vraiment de l'extrême droite. Moi, je viens du Parti communiste. Je leur dis, vous êtes suffisamment cultivés et intelligents pour savoir que, vu ce qui se prépare pour 2012, c'est-à-dire un deuxième tour où Marine Le Pen servira de sparring partner et de tremplin au candidat d'en face pour qu'il gagne à coup sûr, et que ce candidat sera probablement, au nom de l'alternance, de l'escroquerie de l'alternance, le candidat de gauche, et même probablement Strauss-Kahn, je pense que quand on est un homme politique formé, intelligent, on a autre chose à faire que de passer tout son temps à cracher sur Marine Le Pen, alors qu'on sait déjà qu'on va faire campagne pour Strauss-Kahn. Voilà. Et c'est ça que j'ai dit. Et j'ai pas tellement dit autre chose. J'ai dit, voilà, moi, j'ai autre chose à faire que de cracher sur Marine Le Pen, compte tenu du piège qui va nous être tendu à tous. Hein, voilà. Et après, j'ai fait une remarque, j'ai dit, Marine Le Pen, il faut bien comprendre que si elle ne tapait pas sur les musulmans, elle ne passerait pas dans les médias. J'ai bien fait comprendre qu'il y a un espèce de pacte tacite. Et je dis qu'aujourd'hui, grâce au travail que je fais moi, c'est-à-dire d'inviter Marine Le Pen à être un peu plus subtile sur son dialogue avec l'islam, auquel elle ne connaît pas grand-chose. Hein. Je veux dire qu'il y a aussi une partie d'ignorance. Elle confond l'Arabie Saoudite et comment dirais-je, l'Iran. Enfin, j'ai parlé avec Zemmour récemment, j'ai remarqué que pour lui, le musulman, c'était le délinquant de banlieue, celui qui lui fait peur. Il n'y connaît rien non plus, il ne savait même pas la différence entre chiite et sunnite. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui ne connaissent... l'islam est une religion qui fait peur aux Français, que très peu de Français connaissent, et les grands spécialistes de l'islam traditionnellement étaient souvent des juifs. Il faut le savoir. Maxime Rodinson, Bruno Etienne, etc. Donc à un moment donné, l'islam qu'on connaît en France ne nous est jamais apporté par des musulmans. Hein, voilà. Et ça pose problème, c'est pour ça que les gens croient, et j'avais parlé avec Bruno Gollnisch à un moment donné aussi, il avait peur du djihad. J'ai dit, mais est-ce que tu comprends ce que c'est qu'un Marocain, par exemple, un Tunisien, un Algérien, un Égyptien? C'est des gens qui sont tellement... Parler de l'islam comme d'un monde monolithique et unifié, alors qu'il n'y a ni califat, ni, comment dirais-je, ni papauté musulmane, c'est-à-dire autorité religieuse suprême, sauf dans le chiisme évidemment, c'est comme parler de la chrétienté, et de mettre dedans les Anglais, les Français, les Allemands, les protestants et les catholiques, notamment les protestants américains, et c'est aussi aberrant, et ça n'a aussi peu de sens qu'effectivement de mettre, au nom de la chrétienté, de mettre, on va dire, un chrétien sioniste américain et un traditionnaliste catholique cédé-vacantiste. C'est absurde, voilà. Et je dis l'islam, c'est 1 milliard de gens, c'est d'une très grande complexité. La spécificité du musulman, c'est que dès qu'ils sont trois, c'est de s'engueuler entre eux, c'est qu'ils sont incapables d'unité, et depuis la chute notamment du califat, de la Turquie. Et donc, à un moment donné, les 3 quarts des gens qui parlent d'islam en France n'y connaissent rien, et par contre ont peur, avec des peurs qui sont bien évidemment instrumentalisées, et aussi parfois validées par les 3-4 salafistes en carton-pâte que les médias mettent en avant, hein, évidemment. Et donc c'est un travail très compliqué, effectivement, d'aider les gens à avoir une approche simplement sérieuse de la question. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a une immigration essentiellement musulmane à cause de l'immigration, d'ailleurs c'est pas une invasion, ce qui fait qu'on a sur notre territoire 6 millions de musulmans, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de France avant, avec un problème de lieux de culte, etc. Donc c'est un problème. Mais pour régler ce problème, il faut avoir l'honnêteté de le prendre avec sérieux. Or aujourd'hui, on voit bien que l'UMP balance des slogans anti-musulmans parce qu'ils ont peur de ne pas être au 2e tour à la prochaine présidentielle, alors qu'en plus ils ne font rien contre l'immigration pendant ce temps. Alors que s'il y a un problème d'islam, c'est qu'il y a un problème d'immigration. La question en fait aujourd'hui musulmane en France, c'est un problème quantitatif. C'est qu'il y a beaucoup d'immigrés qui viennent de pays pauvres, dans des situations très précaires, avec des a priori en plus souvent hostiles, et que c'est ça le problème. Ce problème n'est pas allé chercher dans le texte coranique, il est allé chercher dans la sociologie de l'immigration. Et c'est ça que j'essaye moi de faire ce travail qui est très mal fait, quoi. Son père était quand même au 2e tour, sans être aussi islamophobe qu'elle. J'ai vu que d'ailleurs vous avez eu une polémique un petit peu avec Paul-Éric Blanc-Rue à propos de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Son père est beaucoup moins anti-musulman que la fille. Et il a quand même eu, je veux dire, un certain succès malgré tout. Oui, les musulmans, les vrais musulmans respectent Le Pen. D'abord parce qu'il est dans une tradition patriarcale, d'honneur, qu'un musulman peut très bien comprendre. Le Pen est un patriote français. Au XIXe siècle, ça aurait été Clémenceau, c'est-à-dire c'est un type qui s'est battu pour son pays, c'est un militaire. Pour moi, il n'y a strictement rien à lui reprocher. Sa diabolisation vient du système. Pour moi, les erreurs qu'il a faites, elles sont économiques. C'est qu'il était trop libéral. Mais je ne lui ai jamais reproché. Il pratique souvent la préférence nationale et il ne pratique pas le droit du sol intégral. Donc c'est ça qui me fait marrer. C'est que finalement, j'ai dit, moi, aux amis d'Ouria Boutelja, finalement, ce que vous exigez de la France, des choses que vous n'acceptez pas dans vos pays d'origine. Et je ne vois pas pourquoi la France serait le paillasson sur lequel vient s'essuyer le monde entier, sous prétexte qu'il y a eu une épopée coloniale qui vient de la gauche, hein, c'est-à-dire de Jules Ferry et de la franc-maçonnerie, que la droite française catholique a toujours refusé, et qui n'a jamais profité au peuple de France, qui a profité aux élites françaises
comme la décolonisation a continué à profiter aux multinationales françaises. Mais il faut oublier que le peuple de France a très peu émigré, il a très peu colonisé, c'est d'ailleurs la défaite coloniale française, contrairement à l'Irlande ou à l'Italie, c'est qu'il n'y a jamais eu de colonisation de population. Il y a jamais il y a eu très peu de Français pour participer à l'épopée coloniale en réalité, parce qu'ils étaient très heureux en France, ils n'avaient pas envie de partir, et que la situation du Français moyen, même entre 1830 et aujourd'hui, c'est paysans et ouvriers, il ne faut pas oublier. Donc dire vous nous avez colonisés, c'est exactement comme le juif qui me dit vous nous avez déportés. J'étais pas né, moi j'ai rien fait, et je suis d'une famille de résistants savoyards et de héros de la résistance du côté de mon père et de ma mère. Donc je les emmerde, vous voyez. Et je n'ai colonisé personne et je n'ai déporté personne. Donc ce nous, ce vous, cette espèce de montrer du doigt le petit peuple français comme ayant fait toutes les saloperies de la terre alors qu'il n'a rien fait que d'essayer de vivre dignement en travaillant beaucoup, car le peuple de France est un des peuples les plus travailleurs du monde, il faut le savoir. Hein. Je trouve que c'est des injustices insupportables. Et il faut que tout le monde sorte de tous ces mensonges. Mensonges sur la colonisation, sur la décolonisation, sur l'amalgame entre les élites françaises et le peuple français, de même qu'amalgame entre les salafistes et le musulman du quotidien. Vous voyez. Et quand on devient sérieux d'un point de vue sociologique, il y a beaucoup moins de problèmes. Le problème, il est la domination économique, en réalité, les injustices sociales. Et là, on voit que le problème ne vient pas de la Mecque, mais qui vient de Wall Street, du capitalisme financier, de la mondialisation libérale et de la soumission de nos élites aux intérêts américains. Parce que nous sommes dans un pays où nos élites politiques sont traîtres à la France. Depuis l'éviction du général de Gaulle, ça se voit un peu plus à chaque fois, un peu plus avec Pompidou qu'avec de Gaulle, un peu plus avec Giscard qu'avec Pompidou, et beaucoup plus aujourd'hui encore avec Sarkozy qu'avec Chirac, qui se tenait encore à peu près bien en politique étrangère, en refusant notamment la deuxième guerre du Golfe. Et je pense qu'avec Strauss-Kahn, ça va être carrément la disparition de la France, quoi. Voilà. C'est pour ça que moi, qui suis pas religieux, mais qui croit un peu à la transcendance, je me dis, est-ce que Dieu ou les forces qui protègent ce pays, qui est mon pays, qui existe depuis le baptême de Clovis, hein, c'est le plus vieil État du monde. Hein. Voilà, pour les Algériens qui me racontaient que leurs parents avaient construit la France, je m'amuse à leur montrer des monuments, et leur dire, vous voyez, la France existait avant 1970. C'est le plus vieil État du monde post-méditerranéen, quoi. Voilà. Et j'espère qu'à un moment donné, la France sera sauvée, car je n'imagine pas Strauss-Kahn président de la République française. Et qu'est-ce qui pourrait changer dans le monde si les Chinois demain remplaçaient Wall Street ? J'ai peur, on sera dominé par d'autres gens. Mais moi, ce qui me gêne moins, c'est que les Chinois, on voit qu'ils sont Chinois. Ils ne peuvent pas prétendre être français. Je ne vois d'ailleurs aucun franco-vietnamien, aucun Vietnamien en France qui a subi la même épopée coloniale, se plaindre, demander des réparations, demander la repentance. Et surtout, je ne vois aucun Vietnamien parler au nom de la France. Il n'y a pas de Zemmour vietnamien. Zemmour est un Maghrébin qui a profité, qui est devenu français par le décret Crémieux, qui est sans doute un berbère converti, c'est pas un sémite. Oui. Et c'est lui qui nous explique la France. Alors je suis content qu'il aime la France et je sais qu'il l'aime sans doute sincèrement. Mais par exemple, ça me fait marrer de voir dans cette communauté dont il fait partie, très puissante et très présente, dont on n'a pas le droit de parler, mais tout le monde a vu qu'elle était surreprésentée incroyablement dans tout ce qui est les milieux dominants au niveau de l'idée. Et il faudra un jour qu'on nous explique pourquoi. Elisabeth Lévy a dit ça s'explique sociologiquement. Elle l'a dit, mais elle n'a pas fait l'explication. J'aimerais savoir pourquoi cette communauté est à ce point-là surreprésentée. Voilà. Moi, j'ai jamais vu un Vietnamien vouloir m'expliquer l'histoire de France, prétendre représenter la France, s'imposer à nous comme plus français que français. Et voilà, donc j'ai vu des Maghrébins qui n'arrivaient pas à accéder à la représentation, des franco-vietnamiens qui n'en avaient rien à foutre, et d'autres qui prétendaient parler au nom de tout le monde, hein, au nom de tout le monde, de la gauche, de la droite, du racisme, de l'antiracisme, ils luttent contre le racisme anti-blanc et en même temps ils sont membres de la LICRA. Je rappelle que Finkielkraut est membre d'honneur de la LICRA, tout en signant les pétitions que le racisme anti-blanc. Bernard-Henri Lévy, c'est pareil, ces gens-là jouent double jeu intégralement, parlent au nom de tout le monde, du français de souche, du catholique, voilà. Et à un moment donné, je dis non, vous parlez au nom de vous-même, c'est-à-dire vous êtes des juifs sionistes, et vous défendez vos intérêts. Et ce que je remarque, c'est que tant que vous pensiez que les Maghrébins, la maghrébisation de la France affaiblissait l'identité française, tant que vous pouviez éduquer ces gens-là dans la haine du français, notamment par vos relais trotskistes de l'éducation nationale, et tant que ces gens-là, finalement, vous pouviez les manipuler contre nous, Français de souche, en nous traitant de collabos, de racistes et de colons, ça ne vous gênait absolument pas, l'immigration et l'islam. Mais du jour où vous avez remarqué que finalement, tendanciellement, ces gens, à cause de la cause palestinienne, se retrouvaient, selon votre terminologie, plus antisémites que nous, d'un seul coup, vous avez redécouvert l'amour de la France, vous avez aimé le catholicisme à nouveau, et vous nous demandez de virer ces gens-là, de les montrer du doigt, et de les ratonner même parfois, alors que vous les avez fait venir, éduquer contre nous, et qu'en fait, c'est quoi votre boussole ?
C'est ce qui est bon, c'est pas ce qui est bon pour la France, pour vous, c'est ce qui est bon pour les Juifs. C'est ça systématiquement leur intérêt. C'est qu'aujourd'hui, le musulman est gênant en France parce qu'il est mauvais pour les Juifs, selon leur vision des choses, à cause de la question palestinienne. Donc moi, je me pose la question de la France, mais ces gens-là, je vois qu'ils se sont toujours posé la question de leurs intérêts communautaires stricto sensu. Et que cette vision communautaire a fait beaucoup de mal à la France, puisqu'elle a participé à l'organisation de l'immigration, participé à la haine de soi imposée de force aux Français par tous les moyens, et aujourd'hui qu'elle travaille finalement au conflit de civilisation. Je vois que c'est M. Copé qui est à marche forcée avec ces débats sur la laïcité qui sont là pour montrer les musulmans du doigt. M. Fillon d'ailleurs ne veut pas, il est moins intéressé. Il y a peut-être une raison communautaire à ça, n'est-ce pas? Ils ne sont pas issus de la même communauté. Et je dis à un moment donné, ça suffit. Voilà. Vous êtes moins de 1% de la population, vous êtes 1% de la population française. En tant que communauté organisée, vous représentez un sixième de ce 1%. J'en ai marre que ce 1/6 de ce 1% joue un jeu pervers et dangereux qui s'appelle diviser pour régner, qui monte tout le monde contre tout le monde. Je dis à un moment donné, ça suffit. Voilà. Dieudonné le dit, je le dis et je le dis clairement. Voilà. Alors peut-être que ces gens-là prétendent que ça peut me valoir la prison. Et ben c'est pas grave. Il y a beaucoup de Français qui sont allés en prison pour défendre leur pays dans l'histoire. C'est pas un problème. Voilà. Mais on ne les laissera plus faire. Voilà. Est-ce que vous pensez justement que l'éducation nationale participe à cela en supprimant justement des personnages historiques importants de l'histoire de France comme Napoléon ou Louis XIV et participe en même temps au conditionnement justement des futurs Français? Oui, ça s'inscrit dans un processus mondialiste, hein, c'est-à-dire qu'on veut effacer toutes les appartenances nationales, faire finalement de chaque citoyen d'un pays un ilote de l'empire mondialiste, c'est-à-dire un consommateur abruti, et effectivement, on gomme au nom de l'idéologie du métissage, qui est en fait l'idéologie du melting pot, qui renvoie dans les textes sacrés d'ailleurs à ce qu'on appelle la tour de Babel, hein, qui est quelque chose qui s'est très mal fini. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que c'est un projet qui est profondément maçonnique, de dire qu'il faut détruire les nations pour que la paix universelle règne. Ça fait aussi partie du projet de l'Ancien Testament, notamment chez le prophète Ézéchiel, hein, c'est-à-dire un projet juif. Hein, il faut lire la Bible. Moi je dis voilà, vous pouvez m'envoyer au tribunal si vous voulez, la Bible c'est la Bible, on la lit et puis on voit ce qu'il y a dedans. Mais par contre, ce n'est... d'après finalement quand on lit parce que la Bible il y a tout et son contraire, quand on lit l'épisode de la Genèse sur Babel, on voit que c'est plutôt cette espèce de mélange de toutes les populations, cette abolition des frontières, etc., qui a créé finalement le chaos et qui a été finalement puni par Dieu. Donc voilà, moi je suis un nationaliste français, je défends le génie français, je défends l'histoire de France, je défends les Français. J'admets que la France est un pays spécifique qui n'est pas l'Allemagne, qui n'est pas l'Angleterre. L'Allemagne c'est le Volkisch, c'est-à-dire c'est une identité assez raciale. L'Angleterre c'est assez communautaire traditionnellement. La France c'est autre chose. Donc il y a toujours des apports extérieurs, on est capable d'assimiler, etc. Mais encore faut-il pour ça que les élites françaises soient patriotes et non pas des élites qui en permanence travaille à la destruction de la France, à la honte du français par rapport à son histoire, au mensonge. Et voilà, et nous sommes dans une période où soit de toute façon la France va éclater complètement et tomber dans la guerre civile, soit il va y avoir un sursaut, et ce sursaut sera national. Et moi je veux que les Français d'origine immigrée et les musulmans participent à ce sursaut national, parce que je pense d'ailleurs que leur intégration et la vision qu'en auront les autres Français passera par cet effort. C'est comme ça que les Français verront que ce sont de bons Français et que finalement ils sont nos concitoyens parce qu'ils seront du bon côté et qu'ils ne basculeront pas dans le mauvais côté qui est le côté choc de civilisation qui plaît parfois à Marc-Édouard Nab et qui est la volonté de l'Empire et qui est une volonté de soumettre la France par une stratégie qu'on appelle stratégie du chaos. On l'a vu que ça s'est fait en Yougoslavie, on a vu que ça s'est fait au Liban et d'ailleurs je montre bien comme exemple le Liban, c'est-à-dire la réconciliation nationale des chrétiens maronites derrière le général Aoun, et de Hassan Nasrallah, qui a un discours absolument parfait sur ce que c'est qu'être un musulman nationaliste. Et on voit d'ailleurs que leur réconciliation se fait finalement contre quel ennemi qu'ils ont identifié, l'entité sioniste, qui effectivement était un des organisateurs du chaos et de la guerre civile libanaise. Voilà. Et justement, comment vous pensez que la situation va évoluer en Libye, Côte d'Ivoire, en Iran? Ce que je vois, c'est que le chaos s'accélère partout. Oui. Et que là, 2011, c'est déjà une période de guerre généralisée et de soulèvement généralisé dans le Maghreb et dans le monde arabe, et qu'il y a sans doute une part spontanée là-dedans, mais il y a aussi l'Empire, sa spécialité, c'est manipuler et récupérer. Évidemment, il y a en ce moment une intention de jeter de l'huile sur le feu et d'aller aux extrêmes. Le fait qu'en France, on se soit mis à bombarder un État souverain, c'est-à-dire qu'on a déclaré la guerre à la Libye, et que ça s'est fait sous l'injonction de Bernard-Henri Lévy, qui est passé au-dessus de notre ministre des Affaires étrangères, qui était Alain Juppé, qui voulait quand même y aller un peu plus doucement.
C'est très étonnant, très grave, et ça pose des questions. Qui est Bernard-Henri Lévy pour donner des ordres, et notamment exiger que la France déclare la guerre à un pays comme la Libye? Qui est Bernard-Henri Lévy? Il faudrait se poser des questions. Un certain Jacob Cohen, dont nous vendons le livre sur notre site, répond à cette question par un livre qui s'appelle Le Printemps des Sayanim, où il parle ouvertement de tous ces élites communautaires en France qui sont des agents israéliens purement et simplement, et dont toute l'action est tournée toujours pour l'intérêt d'Israël, jamais pour l'intérêt de la France. Donc je me dis, si Bernard-Henri Lévy a voulu à tout prix qu'on aille attaquer et déstabiliser totalement la Libye de Kadhafi, c'est peut-être que derrière, l'intérêt serait la peur qu'a Israël de peut-être perdre le contrôle de l'Égypte, et qu'il faut donc une présence à la frontière égyptienne militaire, faire une menace sur une possible réconciliation en Égypte des frères musulmans et de l'armée, qui ferait effectivement, si cette association se faisait, il paraît qu'elle est en train peut-être de se faire, qui serait un très très gros problème pour Israël, notamment à travers la question du blocus de Gaza. Voilà. Donc, et la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, je connais moins bien le dossier, mais c'est bizarre aussi que finalement, ce qu'on appelle la communauté internationale, qui ne veut rien dire du tout, c'est les intérêts américains et les intérêts américano-sionistes à travers l'ONU, finalement, alors que s'acharne là sur Gbagbo en ce moment, sachant que Ouattara a été marié à Neuilly-sur-Seine par Sarkozy, et qu'il était un cadre du FMI. On voit bien qu'il y a... Mon livre s'appelle « Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations ». On peut imaginer de façon encore plus perverse que ce soit demain la gouvernance globale par la révolte des nations, manipulée et récupérée de A à Z, pour redessiner toute la carte, en réalité, de ces endroits où il y a beaucoup d'énergie au sens propre du terme, et où il y a un combat notamment entre la Chine et les États-Unis. Et que moi je ne crois absolument pas à la thèse d'envahir un pays pour prendre son pétrole, parce qu'on n'a pas besoin, ni en Irak, ni en Libye. Les Américains n'ont aucun problème pour avoir le pétrole libyen du moment qu'ils l'achètent. Mais par contre, ils peuvent empêcher l'idée qui pourrait venir, par exemple à Kadhafi, de vendre ce pétrole aux Chinois, par exemple. Vous voyez, on fait pression. Il faut voir que l'Amérique, qui est le lieu de l'Empire, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le peuple américain, l'Empire aujourd'hui règne parce qu'il contrôle l'Amérique, et en contrôlant l'Amérique, il a détruit finalement l'économie américaine. La finance de Wall Street a détruit l'Amérique industrielle, c'est le cas. Et aujourd'hui, cet empire qui règne en s'appuyant sur l'Amérique s'appuie essentiellement sur l'armée américaine. Parce qu'en fait, la seule suprématie qu'a encore cet empire mondialiste niché en Amérique, c'est l'armée américaine. Et c'est très dangereux parce que ça veut dire que cet empire ne peut plus régner par la paix du commerce, ce qui a toujours été la vraie puissance des empires, que ce soit d'ailleurs l'empire musulman ou l'empire romain, c'est toujours un empire qui fonctionne en établissant le commerce. Donc c'est un empire auquel on a intérêt à adhérer. Aujourd'hui, l'empire américain économiquement est totalement défait, et vaincu notamment par l'empire chinois, mais sa seule suprématie est le militaire, ce qui veut dire que s'il veut rester dominant, il doit se servir du militaire. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'empire est un empire ouvertement guerrier, belliqueux, et qui déstabilise, et qui appauvrit. Il appauvrit, on le voit en Europe, avec l'Union européenne et ce qui arrive en ce moment à la Grèce, à l'Irlande, au Portugal, etc. Donc c'est un empire néfaste à tous les niveaux. C'est un empire qui appauvrit sur le plan économique et qui met en danger sur le plan militaire. Voilà. D'accord. Et Dupont-Aignan, vous parliez justement de... Il propose, lui, pour remonter l'économie, baisser le chômage, un vaste projet industriel. Et il recoupe justement toutes les analyses économiques du moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est bien positionné, Dupont-Aignan. Mais Marine Le Pen dit à peu près la même chose. Emmanuel Todd dit la même chose. Sortie de l'Union européenne, sortie de l'euro, au mieux protectionnisme européen. Tous les experts honnêtes qui ne sont pas stipendiés par l'Empire ont à peu près la même analyse. Ils savent que l'euro est mort, qu'il est sous perfusion. Le dollar, d'ailleurs, est mort aussi. Et ils savent que... Et tous les gens ont compris... par la réalité des faits, parce qu'on a 20 ans de recul depuis les accords de Maastricht, que l'Europe produit de l'appauvrissement, du chômage, de la cherté de la vie, par l'espace Schengen, de l'immigration incontrôlée, on le voit encore en ce moment avec Lampedusa. Donc aujourd'hui, les gens ont compris que l'Union européenne était néfaste de A à Z. Voilà. Et aujourd'hui, on leur impose presque par la violence et la menace. Et quelles seraient les conséquences justement pour la France de retourner au franc et de sortir de l'Union européenne? Mais d'abord, si on le faisait, on ne le ferait pas tout seul. Je pense que si on le faisait, plusieurs pays le feraient en même temps que nous. Parce qu'en fait, il faut sortir de l'Union européenne, ce qui veut dire changer la manière dont les nations européennes coopèrent. Parce que de toute façon, sortir de l'Union européenne, ça ne veut pas dire s'enfermer en France et ne plus... ne plus communiquer commercialement, ça veut dire changer la donne. Et une frontière, c'est comme une fenêtre ou une porte, ça ne veut pas dire qu'elle est fermée. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir ou la fermer relativement en fonction des besoins. Ça s'appelle le protectionnisme raisonné, contrôlé. C'est ce que préconisent tous les experts économiques intelligents, notamment Maurice Allais, etc.
Et de ce point de vue-là, tous les gens à peu près honnêtes en ce moment qui ont l'expertise et qui ont l'indépendance font le même constat. Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Emmanuel Todd, on voit très bien que ça monte. Et quand on parle au personnel politique en coulisses, ils le savent aussi. Simplement, ils n'ont pas le droit de le dire. Voilà. D'accord. Un peu plus léger. Si vous étiez président demain, qu'est-ce que vous feriez? La première chose. Ben, je ferai la révolution, mais la révolution pacifique, c'est-à-dire je convoquerai les États généraux, je ferai une nouvelle constituante, et je ferai un peu ce qu'a fait De Gaulle avec la Ve République, et je réformerai l'institution de A à Z pour qu'on puisse remettre le pays sur ses pieds. La France est un pays très riche, avec un peuple incroyablement cultivé par rapport à la moyenne du monde et qui sait tout faire. Nous savons faire des trains, des avions, nous avons une agriculture incroyablement prospère. Il n'y a aucun problème en France. Tous les problèmes ont été importés par des élites qui finalement ont spolié ce pays, l'ont volé, l'ont détruit pour des intérêts étrangers. Voilà. En réalité, la France pourrait se redresser en très très peu de temps, car elle n'a aucun problème structurel. Il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de famine, il n'y a même pas de problème de natalité trop violent. Il suffirait de relancer une politique de la famille, pour que, comme l'a fait d'ailleurs Poutine en Russie, pour que ça revienne. On n'a pas de problème en fait en France. Le seul problème, c'est qu'on est sous contrôle comment dirais-je, d'une élite qu'on appelle, que Attali appelle l'hyperclasse mondiale, hein, et qui sont des élites qui en fait se nourrissent sur la France comme voilà, la dépaisse, quoi, la désindustrialise, etc. C'est-à-dire voilà, comme si on était en fait volé au coin d'un bois. Il suffirait de remettre des élites légitimes au pouvoir et tout s'arrangerait très vite. Voilà. La question ethnique, la question de l'immigration, la question économique, tout ça, ça pourrait être réglé très facilement. Et est-ce que vous êtes pour la peine de mort? C'est un sujet qui ne m'intéresse pas, parce que la peine de mort est un sujet qui plaît à Badinter, c'est-à-dire à la gauche sociétale, parce que ça donne un supplément d'âme, mais ça touche 3 personnes par an. Et en général, des gens qui sont des gens en dehors de toute la société, d'une certaine manière. Donc, que je sois pour ou contre, c'est vraiment, moi, mon souci, c'est plutôt les places de crèche, la scolarité, l'emploi. Voilà, si j'étais au pouvoir, je ne rétablirais pas la peine de mort parce qu'elle a été abolie et que je m'en fous. Et surtout, ça ne m'intéresserait que quand j'aurais fait tout le reste, d'abord. Hein, réinstaurer la sécurité, la prospérité, l'industrie, etc. Donc la question de la peine de mort, je vous dis, c'est une question de supplément d'âme pour dîner en ville de bourgeois de gauche. Voilà. Par contre, je suis détesté par les connes, mais ça m'a jamais gêné.